Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Gentot, je suis artiste nomade et j'ai passé près d'un tiers de mon existence sur les routes. Aujourd'hui, je suis avec Thierry Chan Le Brulet, un artiste nomade qui vit dans un camion roulotte. Dans cet épisode, nous allons vous parler du stationnement en France métropolitaine avec un camping-car, un van ou un camion aménagé. Alors déjà, est-ce facile ou est-ce difficile ? Moi j'ai envie de dire les deux, pour plein de raisons. Donc plutôt que de parler de facilité ou de difficulté, on va parler de complexité. Pour certains, le stationnement va être facile. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être difficile, donc complexe. Il y a beaucoup de règles à respecter. Et en fait, les règles, quand on les connaît, personnellement, je trouve que c'est facile de se stationner en France. On n'est pas forcément très bien accueilli, on peut se faire chasser par la police. C'est pas la peine de discuter, même si on est dans notre droit. C'est toujours stressant de discuter avec eux quand eux n'ont pas décidé d'être sympas. Mais moi, personnellement, ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est très rare. Toi, de ton côté aussi, je crois que tu as eu des soucis. Ouais, quelques-uns. Après, généralement, quand même, on peut négocier de rester au moins la nuit et de partir le lendemain. Oui. Moi, j'ai une anecdote là-dessus sur un retour du Nord, 24 décembre. Donc, un arrêt au fond d'une zone industrielle. Il y avait des voyageurs dans l'autre rue. Bon, on ne s'est jamais gêné. Et puis, à peine installé, il y a les municipaux qui débarquent en disant que c'était pas possible de rester là. Et là, je leur ai expliqué, c'était le 24 décembre, je savais pas trop où me stationner. C'était juste pour passer le réveillon, tranquille. La journée du lendemain, peinard, le 25. Et puis, je reprenais la route dans la foulée le 26 au matin. Et puis là-dessus, ils ont compris, voilà, c'était Noël. Donc là, j'ai vraiment eu la sensation que l'esprit de Noël avait touché le policier. Et puis, il m'a souhaité un bon séjour et un bon réveillon. Et ça s'est super bien placé. Et puis, dans le même temps, nous, on avait eu des cow-boys qui nous avaient éjectés. On avait voulu faire une foire. La foire ne nous avait pas plu. Et puis, on l'a faite. On l'a faite, ouais. Ouais, mais elle ne nous avait pas plu. Et on était stationné sur le parking d'une entreprise qui était totalement fermée. Mais vraiment, fin d'activité. Il y avait le panneau à vendre et tout. Je ne vois pas qui on gênait. Puis les municipaux, ils sont venus vraiment avec des postures de cow-boy en disant il faut pas rester là, il faut partir tout de suite. Donc on a vite dégagé, mais il y avait une mauvaise ambiance de toute façon dans cette ville. Ça me faisait un peu penser à Sète au niveau de la police municipale. Ouais. C'est pareil à Sète, là, quand on les voit, les Robocop passer avec leur gilet pare-balles, leur équipement tactique, buzz. Ouais, c'est l'ambiance, elle est très particulière là-bas. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, même dans d'autres villes qui sont proches, sur la Méditerranée. Il y a vraiment des endroits où c'est plus accueillant, mais oui, il y a des coins. Et là, c'était en Normandie, pas loin de Rouen. Et vraiment, c'était pas accueillant, pas une bonne ambiance. Alors autrement, tu as quand même eu aussi les pneus marqués. Oui. Parce qu'ils avaient cru que ça faisait plusieurs mois que tu étais stationné parce que tu bougeais que le week-end. Oui, tu bossais. Voilà, je bossais la semaine. Du coup, je bougeais que le week-end pour aller faire le plein d'eau et je revenais et je me mettais quasiment au même endroit. Évidemment, les flics passant que la semaine, à chaque fois, toutes les semaines, ils me voyaient toujours au même endroit. Ils m'ont marqué au bout de, 2-3 mois. Ouais. Donc si dans l'idée, je ne bougeais absolument pas, ça va, ils ont été cool. Normalement, les forces de l'ordre, ils constatent que le camion ne bouge pas plus de 7 jours. À partir de là, ils marquent le pneu à la peinture, ils marquent le pneu et la route en même temps. Ça va leur faire une marque et ils repassent 7 jours plus tard. Si le véhicule n'a absolument pas bougé, là, c'est amende et potentiellement mise en fourrière. C'est ce qu'on appelle les véhicules ventouses. Donc il y a des petits malins, ils desserrent le frein à main, ils avancent de 1 mètre. C'est suffisant. La marque, elle n'est plus au même endroit, ils ne peuvent pas enlever le véhicule. Mais pour autant, ça marche pas toujours. Là, par exemple, il t'avait bien dit que même si tu bougeais, pas rester dans la même rue. Voilà. Et à partir du moment où on est... Alors évidemment, si on peut les voir avant qu'ils marquent, c'est mieux de s'arranger avec eux en leur disant écoutez, laissez-moi le temps de ranger mes affaires et je pars là d'ici 1 heure. Ça évite d'avoir de la peinture sur le pneu, parce que moi, je me suis fait marquer en 2018 ou 2019.
quelque chose comme ça, C'était 2019. fin 2019, je crois. Fin 2019, quand on regarde bien mon pneu avant gauche, on voit encore une très légère trace de peinture. Donc en même temps, j'ai pas essayé de le frotter non plus. Non. À un moment, j'avais même pensé à mettre de la graisse sur les pneus pour que la peinture accroche pas. Puis je me suis dit, oh, c'est pas la peine. Mais ça a été la seule fois La en seule pas fois, mal on a été marqué, d'années ouais. quand même de vie comme ça. Moi, ça m'est jamais arrivé quand Tant j'étais mieux. avant et tout. Tant mieux, parce que c'est toujours désagréable d'avoir de la peinture sur le pneu. Ouais, C'est pas joli. non. Après, Et- t'as la solution, hein, tu peins ton pneu. Hein. C'est pas écolo du tout. Tu fais pneu arc-en-ciel, tu mets toutes les couleurs comme ça ouais. ça se voit plus. Ouais, carrément. Et pourquoi pas. Bon, c'est de la peinture, c'est pas propre. Après, autrement, pour trouver des places en soi, des places suffisamment dimensionnées et tout, est-ce que là-dessus, tu trouves, toi, personnellement, que c'est plutôt facile ou plutôt difficile? Alors, Est-ce que trouver des places à ta dimension qui soient quand même un peu ouais, parce que moi, le camion sympa. Donc, moi, le camion fait, pour rappeler, fait 2,50 m de long. Non, 8,50 m de long. 2,50 m de large. Je fais 8,50 m de long, mais il me faut plus d'1 mètre pour descendre l'échelle derrière. Donc, je compte qu'il me faut pratiquement 10 mètres de stationnement. Donc, ça commence à faire long. Et 3,50 m de haut. Ouais, je suis un petit peu plus... Ouais, 3,50 m au chapeau de cheminée. Donc ça, je suis à peine plus haut qu'un gros camping-car à Capucine qui, lui, peut être facilement à 3,20 m, 3,30 m. Donc la hauteur m'a jamais trop gêné. Surtout que c'est des panneaux solaires de maison, ils sont super solides. Je crains absolument pas les branches. C'est le chapeau de cheminée qui, lui, craint les branches. Mais ça va, il m'a fait de nombreuses années avant de lâcher. Au niveau du stationnement... Non, j'ai pas trop de mal à trouver. Alors, j'utilise énormément l'application Park4Night, qui est une application gratuite, qui est très pratique. Et en fait, tous les usagers, quand ils trouvent un parking, ils font des photos et ils le référencent. Et puis ils mettent des avis aussi, ce qui permet de savoir si ça a évolué, s'il y a... Voilà, par exemple, une aire de camping-car, il suffit, donc on s'est mis, par exemple, en bon état, eau gratuite. Il suffit de regarder les avis. Si les avis datent de quelques mois et que quelqu'un dit non, l'air est complètement cassé ou les robinets ne fonctionnent plus, bon bah là, c'est si on a besoin d'eau, c'est pas la peine d'y aller. Ou c'est couvert de déchets. Ou c'est couvert de déchets, ou on ne peut plus rentrer sur le parking. Bon bah voilà. Et les avis permettent de savoir si le site est toujours accessible ou pas. Alors j'utilise donc beaucoup Park4Night, sinon bah, des fois c'est au petit bonheur la chance, quand je trouve un endroit qui me plaît, je m'arrête là. Peut-on aussi beaucoup Google Maps? Ah oui, alors quand j'utilise Park4Night, avant, une fois que je vois le site, que les avis me disent que tout est bon, comme moi je ne supporte pas, alors je fais 9 tonnes avec le camion, donc il y a un truc qui m'énerve, c'est de rouler pendant une demi-heure, et puis à un moment me retrouver face à un panneau d'interdiction à 6 tonnes, 3 tonnes 5 ou 7 tonnes 5, du coup je peux pas continuer. Et là, je me dis, merde, je vais où? Donc, ce que j'aime bien faire, c'est je vais sur Google Maps, sur l'ordinateur. Je le mets en live view. Et donc, je me mets en live view sur chaque carrefour que je vais devoir emprunter. Ça me permet de voir la photo que la voiture a fait, s'il y a un panneau d'interdiction ou pas. Alors, je ne suis pas à l'abri que, genre, quelques mois après le passage de la voiture, ils ont décidé que cette route était interdite au plus de 7 tonnes 5. Mais de mémoire, ça ne m'est jamais arrivé. Et donc, ça me permet de visualiser sur l'ordinateur tout le parcours que j'ai à faire et de voir à chaque parcours si j'ai une interdiction tonnage ou pas. Ça me permet de voir s'il y a des barrières de hauteur, des choses comme ça. Des fois, le simple fait de sélectionner un parking, suffit de mettre le petit bonhomme sur Maps en live view à l'entrée du parking. Ça permet de voir s'il y a des barrières de hauteur, si le parking est complètement défoncé, si c'est sympa, si ça correspond à ce que Park4Night a dit. Et en faisant ça, j'ai jamais eu vraiment de grosses surprises sur des parkings et on s'est toujours stationné tranquillement. Ouais, tu vois, c'est marrant ce que tu disais là de l'utilisation de Google Maps, parce que moi je me souviens au début que j'ai fait comme ça, que je vivais en camping-car, donc c'était entre 2009 et 2011. Et à l'époque, Park4Night, ça n'existait pas. Il y avait très très peu de sites qui référençaient vraiment les parkings. Enfin, il n'y en avait pas. Les aires de camping-car, il y en avait quelques-uns. C'était pas très facile, hein, en fait, d'accès quand même. C'était pas toujours mis à jour. Et du coup, en fait, quand je voulais aller dans des endroits que je connaissais pas,
Comme ça, j'utilisais Google Maps, mais à l'époque, c'est pareil, le Street View n'était pas autant développé que maintenant et tout ça. Donc, simplement, avec les vues aériennes, en fait, j'essayais de repérer comme ça où est-ce que je pourrais mettre. C'est comme ça que j'avais trouvé un parking très sympa à Toulouse. J'étais à quoi? J'étais à 20 minutes à pied du centre-ville. Et c'était vraiment très très sympa au bord de l'eau. J'avais bien aimé et c'était grâce à Google Maps que j'avais réussi à trouver ce parking. Et en fait, ça m'arrivait assez souvent de l'utiliser juste en vue aérienne pour essayer de trouver des parkings. Puis après, je me disais, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de barrière de hauteur parce que du coup, je voyais pas forcément trop s'il y avait barrière ou pas. Des fois, j'arrivais à les distinguer, mais des fois non. Alors, je me disais, bon, je verrai s'il y a une barrière ou pas à l'entrée parce que bon, avec un camping-car Capucine, c'est clair que là, les barrières, c'est totalement bloqué, quoi. Mais ouais, c'est vraiment marrant là-dessus. Cette utilisation, pareil, c'est vraiment un outil qui peut aider. Maintenant, Google Maps, le Live View, la voiture est allée presque partout. Des fois, on est étonné de voir les toutes petites routes où la voiture est passée. Et des fois, on est aussi surpris de voir des hameaux entiers où la voiture n'est pas du tout passée, alors que c'est pas si petit que ça. Oui, complètement. Et là, tu te dis, ok, cette partie-là, elle est abandonnée de Google Maps. Donc voilà, au niveau stationnement, sur la facilité et la difficulté. Après, donc il y a les barrières de hauteur qui bloquent les parkings. Et qui font qu'en fait, il y a beaucoup de parkings quand même qui sont pas accessibles, à part aux vannes très 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 bas. Mais bon, quand il y a une barrière à 1,90 m ou 2 mètres, c'est quand même très très bas. À savoir qu'en France, les barrières de hauteur sont quasiment toutes illégales. Une barrière de hauteur, d'après la loi, ne peut être utilisée que pour un obstacle. C'est-à-dire que, comme on voit à l'entrée de certains tunnels ou de ponts très bas, on met une barrière de hauteur avant pour signaler aux gens, vous ne pouvez pas passer, si vous ne passez pas sous la barre, il ne faut pas y aller, parce que clairement, ça va coincer. Mais maintenant, les barrières de hauteur sont utilisées à l'entrée des parkings pour empêcher les fourgons, les gros véhicules, etc. d'accéder. En soi, c'est illégal. Le seul moyen de limiter un parking, c'est par exemple de le limiter à 3,5 tonnes pour empêcher les poids lourds d'entrer. Et encore, là, alors, si c'est un parking d'entreprise comme un Leclerc et tout, c'est difficile de leur dire justifiez-vous. Par contre, si c'est un parking municipal, si une commune décide d'interdire le parking au plus de 3,5 tonnes, il va falloir qu'elle le justifie en disant le terrassement n'est pas prévu et n'est pas conçu pour supporter des véhicules lourds. Déjà ça, la plupart du temps, ils ne sont pas foutus de le prouver. Après, ils mettent une barrière de hauteur pour empêcher les fourgons. Mais on est dans un pays, la base de notre justice, c'est l'égalité. Si une voiture peut stationner sur un parking, un fourgon et un poids lourd peuvent y stationner dès lors qu'il n'y a pas de restriction justifiée. On va justifier une barrière de hauteur sur un parking parce qu'il y a de très gros chênes et que les branches horizontales vont être à 2,50 m. Là, on met une barrière de hauteur à 2,50 m pour pas que les gens abîment leur fourgon et pour pas abîmer l'arbre. On va justifier un panneau à 3,5 tonnes parce que c'est juste un ancien champ qui a été transformé en parking stabilisé et qu'on n'a pas mis genre 50 cm de cailloux en dessous. Donc là, on ne laisse pas rentrer les très gros véhicules 10 tonnes, 19 tonnes, 38 tonnes pour ne pas enfoncer le terrain. Donc voilà, c'est les seuls cas où les barrières de hauteur ou les limites de tonnage sont légales. Sinon, un parking municipal, là où après il y a une promenade et on voit des belles barrières de hauteur à 2 mètres pour empêcher, même des fois c'est 1,80 m, faut faire attention, les grands, il y en a, ils se mettent la tête dedans en marchant. Ces barrières-là, s'il n'y a pas un obstacle derrière, ces barrières sont totalement illégales. Alors après, sauf si elles sont sur des parkings privés, bien entendu, puisque chacun fait ce qu'il veut chez lui. Comme un parking Leclerc, c'est difficile de leur dire, mais il n'y a pas d'obstacle derrière, c'est un parking privé, il est libre d'accueillir qui il veut dans son magasin. Voilà. Alors c'est dégueulasse, mais si le patron il te voit rentrer dans son supermarché et qu'il n'aime pas ta tête, il peut très bien invoquer un motif à la con
comme quoi tu déranges la clientèle, ils te demandent de partir. Bah, c'est comme ça que, par exemple, ceux qui ont été pris plusieurs fois à voler à l'étalage, après, ils sont blacklistés dans certains magasins. Et les magasins ont tout à fait le droit de le faire. Tout à fait. Donc, mais moi, je parle sur les parkings publics. Donc, à partir du moment où ça appartient à la commune, à l'État, etc., là, il faut que les barrières de hauteur et les limites de tonnage doivent être justifiées. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est pot de fer contre pot de terre. On va aller voir le maire, mais justifiez-vous. Bon, le maire, il a autre chose à faire. Il enverra les municipaux, il te met un PV si tu as réussi à rentrer d'une manière ou d'une autre. Après, il faut contester sans justice. C'est beaucoup de combats pour pas grand-chose. Et en justice, c'est impossible de les faire démonter. C'est exactement comme les ralentisseurs alors, il y a des associations qui arrivent à faire enlever les barrières de hauteur, des choses comme ça. Mais c'est des combats qui sont longs, qui durent des mois, voire des années. Puis parfois, c'est justifié parce qu'il y a eu des abus. Et là, du coup, si le maire prouve qu'il y a eu régulièrement des abus de véhicules... qui se mettaient pendant des mois et des mois, là, c'est clair que... Tout à fait. Donc, de toute façon, quand on cherche un stationnement, c'est des fois pour que quelques nuits. On ne va pas rentrer dans un combat juridique de 6 mois avec le maire parce qu'on a voulu se mettre là. Il y a une barrière, on va voir plus loin. Et puis, c'est tout. On ne se prend pas la tête. C'est la base dans le stationnement avec un véhicule aménagé. On s'arrête pour passer un moment agréable. On ne s'arrête pas pour se prendre une prise de tête. Donc, si on ne peut pas rentrer sur le parking, on trouve autre chose. Des parkings en France, alors nous, on a cette chance. On a pléthore de parkings, mais dans tous les sens. On a fait toute la France. On n'a jamais trouvé une région. On s'est dit, mais c'est juste pas possible de se stationner dans cette région, quoi. Alors que j'ai lu, moi, sur Internet, il y a des pays en Europe, le stationnement, c'est une misère. En Belgique, c'est un arrachage de tête. Moi, j'ai parlé sur un forum avec des campeurs, des campeurs en van en Belgique. C'est super réglementé. En Allemagne, c'est pareil, c'est extrêmement réglementé. Tu te stationnes où tu veux. Dans la soirée, tu as les filles qui viennent et puis ils te mettent un PV direct. En Espagne, c'est de plus en plus régulier. Bon, en même temps, en Espagne, ça a été le Far West pendant des décennies. Maintenant, ils en ont marre. Ils sont tellement envahis qu'ils ont super régulé. Mais ils ont tellement régulé que c'est juste impossible de se stationner maintenant. Gratuitement. Gratuitement. Sûr, on entend depuis le début, là, on ne parle que du stationnement gratuit. Le stationnement payant... c'est encore autre chose, parce que le stationnement payant, il y a le camping à la ferme, il y a le camping chez le particulier. Il y a les choses comme camping-car park. Et quand je parle de camping à la ferme et camping chez le particulier, c'est l'accueil de camping-car à la ferme ou l'accueil de camping-car chez le particulier. Il y a des aires de stationnement pour camping-car payantes. Donc soit il y a un agent municipal qui passe tous les soirs, qui fait payer la nuit à tout le monde, soit il y a des bornes à l'entrée, carrément. Comme un parking payant de voiture. Oui. Mais en fait, vous prenez un ticket à l'entrée et quand vous sortez au bout d'un certain nombre de jours, vous avez le paiement à faire et il y a la grille affichée. J'en avais vu un assez cher. Hein. J'en avais vu un à pas loin de Saint-Malo. Et quand j'ai vu les prix, mais c'est juste ouf, on parle de 10 ou 12 euros par jour. Plus, hein, il y en a qui sont à 15, plus. 17 euros. Ouais. Regarde à la flèche, hein, tu ne peux te stationner maintenant en véhicule aménagé que dans le camping-car park. Le parking que j'avais vu pas loin de Saint-Malo, je sais pas, il doit y avoir, au bas mot, il devait y avoir facilement une bonne 50aine de places, il est juste immense. Et il y avait énormément de camping-cars. Donc tant mieux pour les communes, hein, s'il y a des camping-cars qui, eux, ils sont prêts à payer, ils sont même prêts à payer cher. Alors, il y a quand même des coins où c'est pas facile de trouver des stationnements, comme le Morbihan, tout ce qui va être les côtes, la Côte d'Azur. Si vraiment on veut se rapprocher de la Méditerranée, là, c'est compliqué. Le Finistère, le long des côtes. Voilà, le long des côtes et puis aussi en pleine saison parce que forcément hors saison c'est plus simple quand même, c'est toujours plus simple. L'été, on a quand même beaucoup plus galéré que l'hiver. Alors, moi je pars du principe, l'été, les côtes, c'est niette. C'est juste bondé de monde, mais les côtes, on parle de Lille jusqu'à Nice en passant par Bordeaux. Toutes les côtes sont envahies de touristes, donc là, moi de mi-mai à mi-septembre, les côtes, j'oublie, direct. C'est-à-dire, je ne m'approche pas des côtes à moins de 100 km. Parce que ça devient juste invivable. Et du coup, il y a tellement de monde que la police, elle fait la chasse à tout le monde. Et puis c'est vrai que les maires, ils prennent des arrêtés, très restrictifs. Voilà, et puis c'est compliqué. Dès qu'on arrive quelque part, c'est blindé de camping-cars. Et du coup, on se dit... alors, c'est facile de trouver les parkings avec Park4Night, Google Maps et tout.
Mais quand on arrive sur place, c'est blindé de chez blindé. Donc du coup, c'est très compliqué de se stationner. Donc moi, les côtes, l'été, c'est niette. Par contre, faire les côtes au tout début du printemps ou comme au début de l'automne, mi-septembre, fin septembre, il y a quasiment plus de touristes. Les véhicules camping-car, on voit des Anglais, des Allemands, mais ils ne sont pas nombreux. Et là, du coup, on a tous les parkings pour nous. On a la côte, il n'y a quasiment plus un chat, il n'y a pratiquement que des locaux. Et là, la côte est très agréable à ce moment-là. Donc voilà, c'est ça le truc. Il ne faut pas être là où sont les touristes. Bah, c'est toujours le problème. Et puis après, c'est vrai que c'est plus simple aussi quand tu as un autre véhicule pour te déplacer. Par exemple, un vélo électrique, une petite voiture, un scooter. Parce que se stationner dans les villes, ça peut être compliqué, ou dans les villages intéressants, ça peut être vraiment compliqué. Il y en a qui ont aménagé des parkings ou carrément des aires gratuites pour se stationner. Mais parfois, ça peut... Enfin, même souvent, c'est juste inaccessible. Et du coup, c'est vrai qu'avoir un véhicule à côté pour se déplacer, c'est quand même très, très pratique. Après, il y a une autre chose, l'image d'Épinal du camping-car garé au bord d'un étang ou des choses comme ça, ou avec vue sur la mer, bon, ça, faut quand même plutôt oublier. Hein. C'est vraiment l'image d'Épinal. Ça fait très joli sur les brochures ou sur Instagram, mais c'est pas du tout la réalité. J'en ai vu plein des images comme ça où dans le fourgon, il y a juste le petit matelas, les petites loupiottes allumées, la jeune fille... elle est en train de lire son livre avec vue sur le lac et tout. Non, ça déjà, faut oublier parce que c'est tout simple. Hein. J'ai vu plein de fourgons et quand les gens vivent dedans, c'est juste le gros bordel. Donc ça, ouvrir les portes et avec vue sur la mer, non. Déjà, se stationner avec vue sur la mer, c'est juste interdit sur la côte. Et puis, il y a aussi, quand on est seul, le problème de sécurité. On évite de trop laisser tout ouvert, donc il faut quand même faire attention. Et puis, il y a l'enlisement. En plus, il y a les risques de s'enliser. Hein. Tu en as déjà vu. C'était pourtant une aire de camping-car. C'était dans l'Aveyron. Et bien enlisé, le camping-car. Hein. C'était l'été, mais c'était un été très humide. Et il s'était bien enlisé, celui-là. Voilà, oui, parce qu'il a insisté. Mais c'était bien fait pour lui. Il y a un gars qui a été jusqu'à demander aux autres camping-caristes, vous captez la télé? Oui. Vous pouvez vous enlever pour que je prenne votre place, j'arrive pas à capter. Et le pire, c'est que les gens ont retiré leur camping-car pour lui. Et ça lui a pas suffi. Il captait encore mal, alors du coup il est parti se mettre sur une place. C'était un camping. Alors c'était un ancien camping municipal qui a cessé son activité. Et la mairie, gentiment, a laissé le camping ouvert pour les camping-caristes. Il y avait juste un très gros panneau à l'entrée. En cas de temps humide, ne pas se stationner sur les parties en pelouse. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se mettre sur une partie en pelouse et il s'est enlisé jusqu'au châssis. Il y a un tout petit tracteur agricole qui est venu le tirer. Moi, je dis que le tracteur, il aurait mieux fait rester où il était. Encore, je crois que le premier n'a pas réussi à le tirer. Il a fallu faire venir un plus gros. Hein. Oui. Et le gars, il est resté enlisé toute la journée, de toute façon, parce que le gros tracteur, il n'était pas disponible au début. Là, c'était un agriculteur, du coup, qu'il fallait faire venir, et pas juste un tracteur... Nous, il nous avait demandé, vous captez la télé? Non, on n'a pas de télé. Oh, mince. Donc, nous, on n'a pas bougé. Puis, même si on avait capté la télé, j'aurais pas bougé, clairement. Ouais, on faisait les marchés là-bas et vraiment très très drôle. Il y a des sans-gêne. Et ça, il faut vraiment faire attention au risque d'être enlisé parce que même avec un petit véhicule, on peut s'enliser et des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup de terre grasse. Hein. On se rend pas forcément compte et dès que le temps est humide, donc aller sur les bords d'étangs par exemple, oui, c'est très bien quand on veut s'enliser. Donc ça va quand c'est un temps extrêmement sec, que c'est la sécheresse comme là on a. En effet, on a vu des vannes se mettre comme ça au bord d'étangs qui sont des étangs accessibles aux pêcheurs, donc déjà accessibles avec des véhicules. Voilà, avec des véhicules, il y a déjà des pêcheurs qui viennent et tout, donc c'est quand même très différent. Le terrain est bien tassé. Et autrement, non, c'est juste... c'est pas conseillé. Non, c'est juste pas conseillé. Et en plus, très souvent, c'est juste interdit. Ça détruit les pelouses. Hein. Trop de véhicules sur l'herbe, l'herbe n'est pas conçue pour... Ça détruit les berges. Hein. Voilà, ça détruit les berges des cours d'eau et tout ça. Justement, là, on arrive à l'idée de est-ce qu'on peut vraiment dormir partout? Non, clairement non. Mais il y a des règles. Hein. On pourrait dormir partout, mais effectivement, oui, il y a des règles. Alors, au niveau du stationnement, la durée de stationnement, on en parle maintenant? Oui.
La durée de stationnement en France, 7 jours max. On ne peut pas dormir, on ne peut pas stationner plus de 7 jours consécutifs en France. Alors après, il y a des communes pour limiter ça. Elles vont prendre des arrêtés pour limiter à 72 heures, 48 heures, 24 heures. Il y en a même qui limitent le stationnement à la journée, c'est-à-dire que de 22 heures à 6 heures, c'est stationnement interdit à tout véhicule aménagé. Il faut savoir quand on rentre dans une commune, il y a un petit panneau qui doit être collé au panneau de la commune qui dit stationnement réglementé. À partir du moment où vous voyez le panneau stationnement réglementé accroché au panneau de la commune, vous pouvez vous arrêter dans la commune, mais vous devez aller à la mairie pour voir sur le panneau d'affichage que dit l'arrêté sur le stationnement. S'il n'est pas affiché, il faut aller à la mairie pour demander, savoir comment est réglementé le stationnement. Généralement, il n'y a rien à payer. C'est juste qu'il faut savoir, est-ce qu'il limite à 24 heures, 48 heures. Voilà. S'il limite à 48 heures, on leur dit, je viens d'arriver, je passe 2 nuits sur la commune. On leur dit en même temps, j'en profite pour faire usage des commerces. Et puis, dans 48 heures, je repars. Voilà. Et ça se passe très bien. Souvent, le fait de se présenter à la mairie, déjà, eux, ils apprécient parce que on vient leur dire, je viens de m'installer sur votre commune, je reste tant de temps. Donc déjà, c'est pas un véhicule qu'ils vont découvrir par eux-mêmes en se demandant, mais il est là depuis combien de temps et combien de temps il reste. Mais souvent, ils sont surpris eux-mêmes, parce que c'est vrai qu'en général, on le fait pas quand on est en véhicule, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, quoi. En général, je le fais pas. Je le fais quand je me stationne à Grand-Champ-des-Fontaines en Loire-Atlantique. Parce que là-bas, je me stationne sur un parking qui est près d'un plan d'eau. Et un jour, c'est le policier municipal en mon absence qui a laissé un petit papier sur le pare-brise, comme quoi il allait me verbaliser. Bon. Donc je me suis présenté à la mairie pour le rencontrer. Donc ils l'ont appelé, je lui ai dit. Et il m'a dit, oui, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes là, combien de temps vous restez. Alors je lui ai expliqué que j'étais là pour telle raison. Du coup, c'est marrant, dans le bénéfice du doute, voilà, il met une amende, il se dit, je ne sais pas depuis combien de temps ce véhicule est là. Voilà, sachant sympa. Que le parking n'est pas interdit. Non, donc voilà, c'était un peu particulier. Mais bon, j'y suis allé vraiment tout en gentillesse, convivial et tout. Et puis en lui disant, je suis là pour tant de temps, parce que j'ai des rendez-vous à Nantes que je ne peux pas annuler. Je repars dans tant de jours. Et puis voilà, et je lui dis, voilà, maintenant je comprends, si vous devez me mettre une amende, mettez-la, je vais la payer. Et là, très gentiment, il me dit, allez, non, c'est bon, je vais pas vous la mettre. Et il m'a dit une chose intéressante, il m'a demandé si je reviendrais, j'ai dit, oui, j'ai de temps en temps des rendez-vous, j'aime bien me mettre ici. Alors je lui dis, j'ai d'autres parkings, mais j'aime bien venir à Grand-Champ, c'est sympa, c'est calme et tout. Et il m'a dit, quand vous revenez, passez à la mairie pour nous prévenir et nous dire combien de temps vous restez. Et maintenant, j'ai pris cette habitude. Quand je viens à Grand-Champ, je passe à la mairie, je leur dis bonjour, voilà, avec le camion roulotte, je viens m'installer pour 4 nuits. Et la première fois que j'avais fait ça avec seulement la fille à l'accueil, elle avait été très surprise de la démarche et elle avait dit c'est vachement bien que vous fassiez ça. Et comme ça, la police municipale est prévenue. Ils ne sont pas surpris quand ils voient le camion, ils savent qu'on reste tant de temps. Et du coup, ça se passe super bien. Donc, c'est peut-être un conseil que je peux donner quand vous vous arrêtez sur une commune et que vous vous dites, tiens, c'est sympa, il y a pas mal de chemins de rando, on va rester 3 nuits, par exemple. Passez à la mairie pour leur dire, on vient de se stationner, on pense rester à peu près 3 nuits pour profiter de la promenade, du village, des commerces et tout. Et là, je pense que l'accueil, du coup, il est beaucoup plus convivial. Et en plus, du coup, ça peut permettre d'avoir des infos. Les gens disent, attendez, si vous voulez marcher, il y a tel endroit là sur la commune qui est sympa. Ça permet en plus de découvrir le lieu. Donc c'est toujours bien, la communication ne peut être que bonne de toute façon. Donc il faut savoir aussi sur la durée de stationnement, s'il y a un arrêté qui a été pris dans la commune, s'ils ont des parkings où les camping-cars ont l'habitude de se mettre, ou encore pire, s'ils ont une aire de stationnement de camping-car, là ils doivent absolument l'indiquer en fait, indiquer la durée et tout ça. Sinon, normalement, s'ils verbalisent, du coup, on peut le faire casser. Voilà. Et donc un parking camping-car, s'il n'y a pas de limite marquée, c'est 7 jours. Ouais. Après, il y a d'autres règles à respecter. Par exemple, il est interdit de faire du camping près des points de captage d'eau potable, près des bâtiments classés, dans les forêts domaniales, etc. Donc en fait, quand on dort dans un véhicule, on est du coup assimilé aux règles du camping, au niveau du code de l'urbanisme, au niveau du code de l'environnement, c'est du camping. Du coup, ce sont les règles du camping qui s'appliquent.
D'ailleurs, je mettrai en lien dans le podcast le site de service public qui en parle pour vraiment avoir toutes les règles. Alors, bien sûr, des fois, ça arrive quand on parle aux personnes, par exemple, qui gèrent un bâtiment qui est classé, qu'on a visité. C'est possible des fois de passer une nuit. Ça m'est arrivé quand j'étais allée me balader dans le sud de la France. J'avais visité un château qui était sur une crête. Et là, comme j'avais visité le soir très tard, et puis que voilà, avec la personne qui était à l'accueil, ça s'était très bien passé, que j'étais la dernière visiteuse, bah du coup j'avais pu passer la nuit avec mon camping-car sur le parking de ce château sur les Pronts Rocheux, et c'était c'est sûr qu'il y avait une vue magnifique, mais normalement c'est interdit. Après bon voilà, quand on a l'autorisation, bon bah voilà, on passe une nuit, on salit rien, et puis voilà, ça se passe bien. Par contre dans les forêts domaniales c'est strictement interdit. Là, si les agents de l'ONF passent, bah, ils peuvent verbaliser, tout simplement. Oui, ils ont le pouvoir. Ah oui, oui. Donc voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut respecter aussi, comme quand on fait du camping avec une tente. Voilà un petit peu au niveau, en gros, des règles. Après, mais bien sûr, il y a les règles de savoir-vivre. Ne pas polluer, ne pas jeter ses toilettes sur les parkings. C'est ce qui fait que d'ailleurs certains parkings sont du coup interdits, tout simplement. Là par exemple, quand tu étais dans le Finistère, il y avait un parking comme ça d'une église, c'était ça. Il avait été interdit notamment la nuit parce qu'il y avait des camping-caristes qui avaient vidé leurs toilettes sur le parking de l'église. Forcément, du coup, bah oui... ne pas se garer par exemple juste devant les fenêtres d'une maison, forcément que ça va mal se passer avec les riverains, hein. Ils vont pas apprécier d'avoir un grand mur blanc devant leur fenêtre. Complètement. Voilà, ça va pas passer non plus. Après, on peut aussi parler de la sécurité. Ça, c'est une question qu'on peut se poser assez facilement quand on est en véhicule. Quand on se stationne en dehors des campings, des aires payantes ou de l'accueil à la ferme par exemple, où vraiment là du coup on se sent plus en sécurité, mais du coup on paye et c'est au bout d'un mois ça fait quand même coûteux. On peut se poser du coup la question de la sécurité quand on se gare comme ça en sauvage. Est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est pas risqué? Là aussi je veux dire c'est complexe. Oui, hein. Voilà, ça va devenir mon mot fétiche ça. Alors, ceux qui n'ont pas l'habitude de vivre en véhicule, qui vont louer un véhicule pour quelques jours, une semaine, 15 jours, moi, le conseil que je donne, s'ils ne sont pas sûrs, c'est de viser les parkings où il y a d'autres véhicules aménagés. Souvent, le fait d'être à plusieurs, ça peut rassurer. Moi, j'ai jamais hésité à me garer tout seul au fin fond de la campagne, au fond d'endroits totalement improbables, dans le noir, ça m'a jamais gêné. Déjà, il faut dire que la porte du camion est quand même assez balèze. Il y a quand même 2 gros verrous. Faut taper fort pour l'ouvrir, celle-là. Puis sur le camping-car, tu avais des verrous de sécurité aussi. Oui, j'avais mis des sèves d'or. Moi, j'avais fait la même chose. Oui. Camping-car, pareil. Oui. Ceux qui se posent la question des gaz, parce qu'il y a des attaques au gaz sur les véhicules, ils injectent un gaz, on ne sait jamais lequel, par les aérations, du coup ça asphyxie, ça endort complètement les gens et après ils cassent gentiment la porte, ou le lanterneau. Et ils rentrent, ils sont sûrs que les occupants vont pas se réveiller puisqu'ils sont assommés par le gaz. Dans ces cas-là, il y a le détecteur de gaz. Voilà, il y a le détecteur de gaz. Alors le détecteur, quand il va commencer à détecter le gaz, ça fait comme une alarme, il va sonner très fort. Alors il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent le véhicule toujours prêt à partir. C'est-à-dire qu'au niveau du poste de commande d'un camping-car, quand on peut passer à l'avant, il n'y a rien qui gêne. C'est-à-dire qu'en gros, le gars, s'il faut, il se lève en caleçon, il saute sur son fauteuil, il démarre le moteur, il passe la première, il part direct. Même s'il est sur des cales et tout, dans ces cas-là, on s'en fout, parce que si c'est une attaque au gaz, faut pas attendre. Alors, je dois en avoir un détecteur de gaz quelque part dans les soutes, que j'ai jamais monté. Donc voilà, moi ça m'inquiète pas plus que ça. J'ai jamais eu de problème. Alors par contre j'ai du nez, c'est-à-dire qu'il y a des fois je suis arrivé dans des endroits, je sentais pas du tout le lieu.
je me sentais mal à l'aise ou je sentais que l'ambiance était bizarre. Dans ces cas-là, si je me sens pas bien, clairement, je m'arrête pas. Il faut toujours faire confiance à son intuition et pas se dire ah mais là je me sens fatiguée, oh mais ça va quand même le faire, ou bien le spot il est super joli, non je vais pas partir. Non, là faut partir. Oui, je me souviens une fois on s'était garé à côté de l'étang de Thau dans le sud, dans l'Hérault. Et c'était pas la première fois qu'on venait et que se stationnait. Alors ce parking-là, c'était la première fois. Par contre, on en avait fait d'autres dans le coin et ça s'était toujours très bien passé. Et là, je me souviens que celui-là, on y était allé et on le sentait pas, quoi. On s'était garé au milieu de l'après-midi, on le sentait pas. Et puis en fin d'après-midi, il y avait des gens vraiment bizarres qui commençaient à tourner, à faire des allers-retours à pied le long de cette route où il y avait pas mal de camping-cars, et à chaque fois qu'ils passaient, ils jetaient un petit coup d'œil furtif à travers les rideaux. Alors nous, on avait des rideaux assez épais, donc on pouvait absolument rien voir, mais on s'est dit ça pue. Et puis après, ils étaient arrivés avec des fourgons, c'était très bizarre. Ça devenait glauque comme ambiance, et moi j'étais de plus en plus mal à l'aise, et là on s'est dit non, c'est pas possible, on reste pas. On a rangé vite les affaires, on a démarré, et quand on est parti, ils m'ont regardé bizarrement. C'est vrai que la question de la sécurité, c'est quand même une vraie question. Faut savoir que y a beaucoup de camping-cars qui se font même simplement voler des affaires. Il y en a beaucoup, ils pensent pas à sécuriser par exemple les portes de leur soute. Et du coup, sur les aires de camping-car, notamment quand les camping-cars sont nombreux, et là on en arrive à l'idée que finalement quand on est en nombre, on a un peu une fausse impression de sécurité. Oui. Parce que quand les camping-cars sont nombreux, c'est là que souvent les voleurs, ils vont taper toutes les soutes, ils vont faire les camping-cars à la suite, ça leur prend très peu de temps et du coup ils volent ce qu'il y a dans les soutes. Et parfois il y a des trucs intéressants, quoi. Oui. Moi j'avais un safe door sur la porte du camping-car, j'avais un safe door sur chacune des 2 portes de soute. Et j'avais une petite sangle que je mettais à l'avant, je la passais dans les 2 poignées, dans les poignées des portes, et je serrais au milieu. Comme ça, même si un essayait de me forcer la serrure de la porte, il ne pouvait pas l'ouvrir parce qu'il y a une sangle qui retenait derrière. Alors, il existe des petits verrous aussi qu'on peut mettre à l'intérieur. Il existe pas mal de choses. Ouais. Après, celui qui veut vraiment rentrer, les lanterneaux en haut, ils sont en plastique, les fenêtres, elles sont en plastique. Celui qui veut vraiment rentrer, il rentrera. Par contre, celui qui veut juste essayer de forcer la porte, dès qu'il y a un safe door, c'est mort, il ne passera pas. Et puis après, même des fois dans la journée, on peut être aussi en insécurité, notamment quand on a les portes ouvertes, voir qu'on mange dehors. Il faut faire quand même attention et bien sentir l'endroit. Si on ne le sent pas, l'endroit, faut pas s'y mettre. Toujours quand on était dans l'Hérault, il y avait un parking qui était le long de la Nationale, un parking avec table, voilà, c'était une aire de repos. Et personne ne s'y mettait. Enfin, c'était hyper rare de voir un camping-car. Et là, on a commencé à demander pourquoi personne ne s'y met. Et en fait, quelques mois plus tôt, il y avait un camping-car, je me demande, c'était pas des Anglais, un couple d'Anglais. Oui. Et en pleine journée, ils s'étaient fait attaquer et tuer par des personnes. Oui. Qui ont volé tout ce qu'il y avait dans le véhicule, bien entendu. Et vraiment, vraiment hard. Je sais que quand j'étais seule en camping-car, je sortais pas forcément. Je voyais beaucoup de personnes en van et tout ça, tout ouvrir, sortir les tables, les chaises et tout, mais je me sentais pas forcément suffisamment en sécurité pour le faire. Et puis il y a eu d'autres moments où je sortais m'asseoir dehors avec mon bouquin, alors que par exemple il y avait un camp de Rome qui était à 10 mètres, quoi. Et alors que là, la plupart des gens, ils se seraient pas mis dehors. Et par contre, des beaux petits parkings proches de petits plans d'eau et tout, moi, du coup, je sortais pas. Je me sentais pas forcément suffisamment sûre. Et c'est vrai qu'il faut vraiment suivre son intuition. Et dès qu'on a un doute, voilà, faut pas prendre de risques. Et de toute façon, tout le monde le dit. Et des fois, c'est pas le plus dangereux quand on se gare seul. En fait, c'est exactement comme les personnes qui disent ah là là, mais tu vas te promener seul dans des champs, mais t'as pas peur de te faire attaquer et tout. Bah non, c'est pas. Et la personne qui veut attaquer comme la personne qui veut voler dans un véhicule, elle va pas aller tourner dans les endroits qui sont improbables et où elle a une chance de voir un véhicule une fois tous les 3 mois, quoi. Non, elle va aller
là où elle est sûre de trouver. Et de trouver en plus beaucoup, parce que tant qu'à faire, si on peut taper 10 ou 15 camping-cars à suivre, c'est toujours mieux. Donc entre autres, l'été, le long des côtes. Ouais. Voilà, les voleurs, ceux qui tapent les camping-cars, ils vont le long des côtes, peu importe la côte, ils vont le long des côtes, ils vont sur les parkings de camping-cars, il y en a 15, 20, 30 rangés en randonnion. Et... D'ailleurs, les parkings payants ne sont pas sécurisés là-dessus. Hein. Ça n'empêche personne d'arriver à pied la nuit et de forcer les portes des camping-cars et même la porte de cellule pour voler, par exemple, les sacs à main. Ah oui, ça ne les empêche absolument pas. Hein. C'est des parkings payants, c'est pas des parkings sécurisés. Oui. Il y a pas de gardien, il n'y a pas de caméra. Moi, quand j'étais routier, j'ai connu les parkings sécurisés. Il y a un grillage tout autour, il y a des lampadaires qui éclairent la zone. Il y a des caméras qui sont reliées quelque part à un poste qui surveille. Et si c'est comme une entreprise, si quelqu'un saute par-dessus le grillage, il y a une détection d'intrusion avec des capteurs infrarouges. Et là, il y a une alarme, comme si c'était une intrusion d'une entreprise privée. Et là, il y a quelqu'un de sécurité qui vient avec une voiture. Et s'il constate quoi que ce soit, c'est la gendarmerie. Mais ces parkings coûtent très cher. Je l'ai utilisé une fois pour une cargaison qu'on avait. C'était le client qui demandait à ce que l'arrêt sur notre chemin, moi c'était déjà prévu, on m'avait dit tu feras ta nuit à tel endroit, ça arrive voilà, pour des matières sensibles. Parce que tu as une place réservée au parking sécurisé. Et il se trouve que le parking était juste en face de la gendarmerie, alors là c'est safe total. Mais là la sécurité m'avait vraiment impressionné. Après c'est vrai que ce que je transportais, il y avait une valeur qui était absolument monstre. Et quand on parle d'entreprise, on n'est pas super sécure, surtout quand on vous dit, quand vous partez, pendant 2 heures, vous vous arrêtez pas. Et si vous voyez un véhicule qui vous colle au train pendant des kilomètres et des kilomètres, vous appelez la gendarmerie. Bon, c'est pas super rassurant, je suis content de plus faire ce travail. Mais oui, mais le problème en fait de la sécurité, voilà, c'est pas que lorsqu'on vit en véhicule, c'est aussi quand on transporte des marchandises en véhicule. Ouais. Ah, oui. En fait, c'est dès qu'on a de la valeur. Et d'ailleurs, il y a même des chauffeurs routiers. Tu m'avais raconté un de tes collègues qui s'était fait attaquer au gaz en pleine nuit aussi. Voilà. En Italie, donc c'est pas que les camping-caristes qui sont concernés d'ailleurs. Il s'est réveillé complètement nauséeux, envie de vomir, mal à la tête, il se comprenait plus où il était. Il s'est aperçu qu'en fait on lui avait ouvert sa cabine et volé la totalité de ses affaires. Il a réussi à appeler au secours un autre routier qui, lui, a appelé les secours. Les pompiers sont venus. Il est resté plusieurs semaines en Italie à l'hôpital. Ils essayaient d'analyser ce qu'il avait dans les poumons pour essayer de comprendre avec quel gaz il avait été intoxiqué. Ils n'ont jamais trouvé. Et il a été rapatrié en France. Et 6 mois après, il ne conduisait toujours pas, même pas sa voiture. Il était en insuffisance respiratoire en permanence. Ils l'ont empoisonné avec un gaz absolument dégueulasse. Et c'est ça le problème des attaques au gaz. On ne sait jamais avec quoi. C'est pas une simple bouteille butane. Ça va être une espèce de bouteille soporifique qu'ils trouvent quelque part ou des mélanges de gaz. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi, c'est dangereux. Donc voilà, le lieu, si on le sent pas, on reste pas. C'est la règle. Et puis après, quand on est une femme ou une personne identifiée comme étant une femme, là, il peut y avoir des gens bizarres en fait, des fois, qui tournent autour du véhicule parce que il y a des personnes, des travailleuses du sexe qui travaillent dans des véhicules, et donc il y a des personnes qui partent du principe que quand ils voient une personne dans un véhicule ou autour d'un véhicule, c'est forcément une personne qui est travailleuse du sexe. Ce qui peut quand même poser déjà qui pose question, forcément, et puis qui peut aussi être un peu dérangeant, quoi, quand à 22h ou 23h le soir, on est suivi, ou quand il y a des véhicules, des gens à pied qui tournent. Bon, c'est quand même très glauque, et ça n'est pas très rassurant. Je l'ai expérimenté. Moi, je mets pas un bémol, mais une note là-dessus. Sur les parkings de rencontres homosexuelles. Là, on peut se stationner, il n'y a aucun problème. Ils sont absolument pas agressifs ni invasifs. Alors ceux-là, on peut les remarquer. C'est un homme seul arrive en voiture et puis il regarde les autres véhicules et à un moment, il va s'arrêter. Et puis souvent, il va ouvrir sa porte pour dire venez, je suis ouvert à la discussion. C'est souvent des lieux de rencontre entre hommes. Et eux, ils sont pas invasifs du tout. Ils sont pas gênants. Et puis on s'est stationné souvent sur des parkings comme ça. Ils sont pas. Oui, même avec les autres hommes, ils leur sautent pas sur le poil.
Par contre, les hommes qui cherchent des femmes, hein, voilà. Là, par contre, ils peuvent être agressifs. Je sais que même en voiture, j'ai été embêtée sur un parking avec des personnes qui tapaient à ma porte et qui devenaient très menaçants et agressifs parce que je leur faisais signe que j'étais absolument pas intéressée et que je n'étais pas travailleuse, que j'étais pas professionnelle. Donc voilà. Et du coup, ouais, c'est là-dessus. Et même en camping-car, ça peut être des fois assez gênant, ces personnes-là, c'est pas très rassurant, on sait pas forcément ce qu'ils veulent. Il y a aussi la difficulté quand on travaille quelque part, par exemple quand on fait des saisons agricoles, quand on fait des saisons dans la restauration, ou même quand on travaille dans une ville. Là, par contre, pour se stationner, ça peut devenir très compliqué parce que on est obligé de rester au même emplacement ou à peu près au même emplacement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et là, du coup, ça peut devenir très compliqué. Oui, d'autant que les employeurs, quasiment plus aucun employeur n'héberge les gens en véhicule. On voit le cas avec les vendanges. Avant, il y a longtemps, 10-15 ans, tous ceux qui vivaient dans des fourgons et qui faisaient les vendanges, ils se stationnaient sur le lieu de l'exploitation, tout simplement. Et puis ils restaient là 15 jours, 3 semaines, 1 mois, le temps de la saison. Maintenant, plus aucun ne les garde. Et autour de l'exploitation, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à se stationner, les gars. Tu te souviens, on était en Sarthe et comme ça, on avait rencontré un couple avec leur enfant qui était en camion. Et la mairie ne voulait plus qu'il reste. Lui, il travaillait dans une exploitation agricole comme saisonnier. Et la situation, elle était juste intenable parce que il y avait pas du tout d'autres moyens de se stationner. Ils étaient sur le seul endroit en fait où il était possible de se stationner sur la commune. Il n'avait qu'un vélo mais sans assistance électrique pour aller au travail. Et c'était très 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 compliqué du coup. La mairie leur avait mis un ultimatum. L'entreprise, l'exploitation agricole ne pouvait pas les accueillir. Et du coup, en fait, ils voyaient qu'une seule solution, c'était mettre fin au contrat, quoi, ce qui est quand même carrément affreux pour tout le monde. Ouais, dans ce cas-là, c'était même encore plus glauque que ça. C'était carrément l'entreprise ne voulait pas les accueillir. Ouais, mais ça arrive aussi très fréquemment. Ouais. Hein. Voilà. Et moi, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit, ton patron, tu lui dis merde, et puis tu vas chercher du boulot ailleurs. Le mec, il veut pas aider les saisonniers, tant pis, il aura plus de saisonniers. Mais ça, c'est hyper fréquent. Il y a beaucoup d'exploitants agricoles qui se plaignent qu'ils trouvent personne, mais les saisonniers ne peuvent pas se stationner ni sur les communes, ni sur les exploitations. La plupart des exploitations ne veulent plus accueillir pour plein de raisons différentes. Ça peut être des fois aussi les municipalités qui les en empêchent, qui leur font des menaces. Ça peut être tout simplement qu'ils n'ont pas envie de prendre des places sur leur parking ou dans un champ pour accueillir des personnes. On trouve aussi le même problème à la montagne où ça devient de plus en plus compliqué de se stationner pour ceux qui font les saisons en montagne. Oui. Et ouais, même dans les grandes villes, je sais que moi, quand je vivais avec ma mère, elle travaillait à Nantes et du coup, c'était très très dur parce que une fois qu'on a épuisé un peu tous les parkings, on se retrouve à tourner sur quelques parkings et au bout d'un moment, ça pose des problèmes, quoi. Bon, du coup, il n'y a plus assez de variété et les gens, du coup, même les personnes de la municipalité ont un petit peu l'impression de tout le temps nous voir. Oui. C'est un mode de vie que je déconseille à ceux qui ont un CDI, clairement. Donc, à moins d'avoir un vélo électrique et d'aller se stationner par moment à 15-20 km, mais c'est juste infernal à faire. Ou alors d'avoir une entreprise qui a un très grand parking. Tu te souviens, quand tu travaillais dans une entreprise, ils avaient... à ce moment-là, t'envisageais d'être dans un véhicule et ils t'avaient dit qu'ils t'accepteraient sur le parking de l'entreprise parce que voilà, ils avaient vraiment envie de te garder à faire le job. Et il y a aussi dans les entreprises de transport, il est souvent possible de stationner son camion. Ça arrive très fréquemment en plus comme ils ont du mal à recruter. Pour garder le chauffeur, ils sont prêts à accepter qu'il se stationne. Là aussi, on en avait rencontré un qui se stationnait dans son entreprise. Et du coup, sa compagne, même, elle pouvait rester à vivre dans le véhicule. Et même lui, il pouvait partir faire des découchés avec son camion, ça arrive. Clairement, si
je décidais dans un grand moment de folie de reprendre la route, oui, tous les employeurs à qui je poserais la question, ils sont tellement mal de chercher des chauffeurs expérimentés que oui, je pourrais poser toutes mes conditions. Le camion, je le stationne sans aucun problème, je pourrais même négocier un tuyau d'eau. Donc, mais non. Mais par contre, Je suis pas fou à ce point-là encore. quand c'est pas, quand c'est pas un job comme ça, où il y a une forte tension en plus, ou que l'entreprise n'a pas de parking, ou ne veut pas, pour diverses raisons, accueillir comme ça, voilà, c'est... Du coup, c'est très compliqué pour le saisonnier. Ouais. Et en fait, voilà, des fois, là, on peut toucher aussi les limites de ce mode de vie, où en fait, si on n'est plus assez mobile, on peut être du coup en difficulté. Par contre, c'est vrai que dès qu'on a la possibilité de récupérer un petit peu de mobilité avec notre véhicule, je me souviens quand t'avais bossé là à Nantes, là pendant quelques mois, là par contre, Pour les combles. Ouais, quand tu contrôlais les combles, là par contre, on bougeait sur beaucoup plus grand. Oui. Et du coup, tu prenais ma voiture. Oui. Et là, ça te permettait, on pouvait vraiment être beaucoup plus loin et même parfois sortir de la métropole. Donc vraiment tourner sur la métropole, donc qui représente une vingtaine de communes et même en sortir. Et là, ça allait. Oui. Là, du coup, ça allait. Mais parce qu'il y avait une voiture. Mais malgré tout, le nombre de parkings n'était pas si la liste, elle n'était pas très longue. Non, il n'y en a pas tant que ça. Non. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on peut dire sur le stationnement gratuit. Oui. En France métropolitaine, quand on vit dans un véhicule aménagé, quelle que soit sa taille, parce que finalement, la taille, ça change pas grand-chose. Oui. Si jamais on a oublié des sujets qui vous intéressent, qui vous questionnent, qui vous interpellent, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires et on vous répondra. Notamment sur Instagram, @ChristellGento, parce que c'est principalement là que je suis. Oui. Et donc, c'est principalement là que je peux répondre. Parce que sur les plateformes de podcast, vu que j'y vais pas forcément très souvent, c'est pas toujours facile de répondre s'il y a des commentaires de laisser. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Retrouvez-moi sur Instagram @ChristellGento et @clair ou obscur pour avoir notre actualité artistique à Thierry et à moi. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à mercredi prochain.